Bonjour à tous, Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir l'un des vétérans du survivalisme en France, le beau gosse du survivalisme français, Ezobook. Salut. Salut Pierrot. Ça me fait plaisir. Tu es l'un des premiers en fait en France à avoir monté une chaîne YouTube qui parle de toutes sortes de sujets, notamment le survivalisme. D'ailleurs, toi-même, est-ce que tu te définis comme tel? Oui, aujourd'hui, je me définis comme tel. On va pas faire de fausses modesties. C'est même un mot que je défends, puisque aujourd'hui, il y a, il y a un courant qui voudrait essayer d'utiliser d'autres mots, et pas tout simplement par pression médiatique. Non, non, je continue d'utiliser le terme survivaliste. À l'époque, quand j'ai commencé, il y a 11 ans maintenant, j'étais apprenti survivaliste. J'ai appris les choses au fur et à mesure, petit à petit, et les gens m'ont suivi dans cette expérience sur la durée. Mais j'étais pas le premier français, en tout cas ni le premier francophone. Alors, par contre, en France, oui, c'est possible que je fasse partie des tout premiers, puisqu'avant, on avait surtout des Américains, enfin des Français expatriés aux États-Unis, qui ont été extrêmement influencés, parce que c'est quand même un courant qui vient de là-bas, et qui ont monté leur chaîne et qui ont abordé le sujet. Mais en France, à l'époque, en effet, il y avait rien. Il y avait rien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui t'a amené à cette activité, même à cette philosophie? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, et ce que je voudrais pas, c'est donner toujours la même réponse. Disons qu'à à un moment donné, j'ai pris conscience que tout simplement, j'avais des manques de connaissances dans la nature. En fait, c'est venu d'un seul coup, il neigeait, c'est ce qui est très rare chez nous. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de neige. Je crois que tu connais un petit peu la région, parce que tu viens du côté de l'île d'Oléron, je crois, ou régulièrement. Hein. Oui. Du coup, il neigeait, j'ai vu des traces de pattes de lapin. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis senti très bête. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, de fil en aiguille, crescendo, un site internet, un livre, une vidéo YouTube, un blog. Et puis, finalement, petit à petit, j'ai lancé ma chaîne, un peu comme ça, sur un coup de tête. Et puis, après, ça a fait son petit bonhomme de chemin, c'est sûr. Mais après, aujourd'hui, tu sais, 11, 12 ans plus tard, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Alors, certainement, il doit y avoir une raison. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme ça. Voilà, est-ce que cette réponse te convient? Bon, c'est toujours intéressant de voir le démarrage. On s'était croisés, je crois, au premier salon du survivalisme la première fois il y a quelques années. Et on était débordés, on n'avait pas eu le temps de discuter. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle ça me fait plaisir d'être là. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on a été nombreux à démarrer à peu près à la même période, 2011-2012. Toi, Vol West. D'ailleurs, on ne se connaissait pas, même indirectement. Et finalement, on a été nombreux à démarrer à peu près. Il y a quelque chose dans l'air du temps à cette époque-là. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, j'aurais deux questions. La première, c'est comment expliques-tu qu'il y ait très peu de ces personnes du début qui restent encore? Il y a plein de gens qui ont disparu, d'autres ont monté des escroqueries. Il y a eu toutes sortes je ne sais pas si tu as. Oui, il y a eu des livres. Tu fais référence à France, France Survivaliste, c'est ça? Oui. Okay. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et puis, en revanche, beaucoup d'autres sont arrivés en pensant qu'il y avait du pognon à faire, d'ailleurs, certains de manière très sincère. D'autres ont pensé qu'il y avait du pognon à faire dans ce business. Il n'y en a pas, on le sait. Et comment tu vois, en fait, cette communauté, si on peut dire, ou l'activité des gens aujourd'hui, 12 ans plus tard?
Alors déjà, je voudrais revenir un petit instant sur quelque chose que tu sous-entends au tout début de ta question, quelque chose qui est dans l'air du temps. Mhm. Et tu connais l'expression être sur la même longueur d'onde. Mhm. Et c'est comme s'il y avait comme une idée, une sinusoïde, une idée qui se baladait en forme de sinusoïde et que certaines personnes étaient branchées sur ce canal et on avait en fait la même idée en même temps. Mhm. Et des fois, on se demande, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce qu'on est influencé par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde à la télé? Bien sûr, il y avait aussi une émission à l'époque, c'était Man vs Wild. Peut-être ça m'a influencé, mais je me suis aperçu de ça et que parfois les gens avaient la même idée en même temps, mais indépendamment de toute frontière de distance. Voilà, il y a des gens aux États-Unis qui ont les mêmes idées que des Français en France, en même temps, sans se connaître. Et c'est assez bizarre. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a déjà un petit moment, et plus ça va, plus je me conforte un petit peu dans cette idée. Alors, c'est pas du tout mystique ou quoi que ce soit. J'ai aucune, je ne sais même pas, je ne connais pas la réponse à ça. Je me suis juste qu'il y a comme quelque chose d'étrange là-dedans, mais je ne saurais pas l'expliquer. Ensuite, en effet, France Survivaliste, tu as parlé de l'escroquerie tout à l'heure. Bon, c'est pour son histoire de livre. Je pense aujourd'hui qu'il a tourné la page, qu'il va très très bien. Je ne sais pas où il se trouve, mais oui, c'était pas très honnête. Mais après, tu sais, le fait, ça commence à dater maintenant un petit peu. Le fait d'en parler, est-ce que finalement, c'est pas donner le bâton pour se faire battre? En rappelant aux gens qu'il y a des personnes qui ont un petit peu abusé de la confiance de leurs viewers. C'est un cas, c'est une exception. Et donc, quand on veut en citer un, on cite toujours le même. Donc, il ne faut pas faire d'un cas une généralité. La plupart des gens sont parfaitement sincères. D'autres ont en effet une démarche vénale dès le départ. Ils ont un plan et comme s'ils avaient fait une formation dans entreprise, YouTube, Internet. Et je suis sûr qu'il y a des professeurs pour ça, peut-être des formations en ligne. Ces gens-là suivent ces formations et quand ils arrivent, quand ils débarquent, ils sont déjà prêts. Alors, donc, c'est vachement bien structuré. Tout est calculé et prévu longtemps à l'avance. Et donc, cette formation, elle doit être très efficace parce que les mecs, ils sont bons. Alors après, c'est vrai que y en a pour qui ça marche, d'autres beaucoup moins bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils pouvaient faire de l'argent, mais en même temps, les survivalistes, c'est pas des lapins de 3 semaines. C'est pas des gens, les gens qui regardent des survivalistes sont eux-mêmes survivalistes ou des gens intelligents. C'est pas des gens qui vont manipuler comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui essayent de récupérer le mail de leurs viewers et puis envoyer des informations moyennant certainement des petites sommes et qui partent sur le fait qu'il y ait énormément de gens qui on demande cette petite somme et puis qui au final ça fait quelque chose d'intéressant. Je perds un petit peu les noms parce qu'il y a des personnes qui sont parties depuis un certain temps, c'était comme défendre sa famille, etc. Au début, je ne pouvais pas le saquer, puis après, je me suis aperçu que c'était quelqu'un de sympathique. Mais il y en a d'autres, en fait, ce que j'aime pas, et je terminerai là-dessus, je te donnerai la parole tout de suite après, ça me dérange un petit peu dans le sens où ces gens-là, pour la plupart, ont reçu, on va dire, une formation gratuite par des gens comme nous, des gens qui ont réfléchi, qui ont apporté, en fait, toutes les lignes directrices du survivalisme, de cette philosophie, de cette pensée. Et donc, du coup, ces gens-là ont reçu cette information gratuitement par nous pendant des années. Et aujourd'hui, eh ben, ils la mettent par écrit, ils l'envoient par mail et ils ont des rétributions financières par rapport à ça. Et donc, moi, c'est vrai que ça me dérange un petit peu
que quelqu'un se fasse de l'argent sur quelque chose que moi j'ai donné gratuitement. Moi, ça me dérange. Après, je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher. Mais c'est comme ça. C'est la nature humaine. Ah non, non, mais ça, je comprends. Et en revanche, pour gagner des sous sur son travail, moi, j'ai été poussé à franchir le cap, puisque la censure est devenue tellement forte sur les chaînes YouTube, pour moi en tout cas, et même Facebook, où j'ai été viré récemment, que finalement, pour des blagues en plus, c'est même pas pour du contenu. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je me trouve beaucoup mieux sur Patreon, où certes, les gens payent le prix d'un café tous les mois. Et bah, c'est sûr que là, on a du contenu privé, etc. Après, moi, chacun a son style, donc ça va être un peu notre question différente. Toi, je t'ai découvert sur une vidéo qui était, comme toutes tes vidéos d'ailleurs, d'une très grande qualité, je trouve, tant dans les Non, termes. fais pas trop. Non, non, Je sais non, pas. fais pas trop. Je trouve pas que vraiment qu'il y a de la qualité dans mes vidéos. Certains font beaucoup mieux que moi. Surtout au niveau du montage, j'ai un pauvre logiciel de montage tout pourri. C'est le même PC. Mon PC, il a 15 ans. Non, non, non. Il y en a qui font des très bonnes vidéos, ils travaillent dessus pendant des fois 3, 4 mois, c'est écrit à l'avance, alors que moi, c'est plutôt fait à l'arrache, c'est très souvent la première prise, c'est très souvent la première prise. Et après, un montage qui se fait en 1 heure, et après, le plus long, c'est de l'envoyer sans fibre, c'est long, ça prend toute la nuit. Mais Le contenu est bien. Et je me souviens avoir vu de la première vidéo sur les panneaux solaires qui, ah, euh, qui était tout à fait juste et qui d'ailleurs, j'encourage donc tous ceux qui nous regardent d'aller voir ta chaîne, de s'abonner, de regarder même les vidéos les plus anciennes, car je trouvais qu'elle disait, justement, elle disait pas de conneries, elle disait pas des bêtises, elle était claire, c'était pédagogique. Et donc très facile à comprendre. Et j'ai trouvé au fil des ans que, après tu as eu des moments où tu as disparu pendant plusieurs mois, puis tu es revenu comme ça nous arrivait à tous, et d'avoir peut-être des moments, tu pourras nous l'expliquer, des moments de démotivation, des moments où on est trop occupé, où on a envie de faire autre chose. Et en tout cas, j'ai trouvé ton contenu qui est fait avec modestie, avec sympathie, avec bienveillance, et ça, c'est important de le remarquer, et je te le dis très, très honnêtement et franchement. Et j'ai trouvé que tu sors, il y a un côté force tranquille chez toi qui est appréciable dans ce domaine, et notamment dans une période où, en premier chef, l'État, chez vous en France, a l'air de s'en prendre à ce mouvement, alors que. Bah, qu'est-ce que tu en penses de ça d'ailleurs? donc tu parles du mouvement du survivalisme ou autre chose? On a dit qu'on parlait pas Non, on de parle la pas du bestiole. flash, hein, on parle pas de la bestiole. Non, non, mais quand D'accord. plusieurs fois le Premier ministre et des députés, euh, pour différentes raisons, certaines peut-être même valables, commencent à attaquer et mentionner plusieurs fois le survivalisme, toi tu es dans leur pays, enfin tu es dans ton pays, donc qui est représenté par ces gens, on n'a pas besoin de faire de la politique ici, mais est-ce que ça t'inspire du dépit? Est-ce que ça t'inspire ils sont dans l'erreur, ou alors qu'ils font des amalgames? C'est pas un certain Barré ou Taché? Tâchez. euh, Taché. Il est près de chez toi, Euh, lui aussi. ben oui, il est originaire de Niort. Euh, j'ai même hésité à essayer de le rencontrer. Après, je me dis, je suis qui pour ça? Je Ah ne oui. suis pas un représentant des Ouais. survivalistes. Il Mais regarde. voilà. Bon, après, c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné sur lui. Il dit pas que des conneries, mais il dit pas que des choses bien non plus. Euh, voilà. Bon, il est pro-féministe. Je suis pas je suis pas pro-féministe. D'ailleurs, c'est un courant, hein, survivalisme, où il y a des branches communes un petit peu avec tout ce qui est, même si c'est pas en lien direct, forcément, ça touche un peu le même public, virilisme, mais voilà, bon, c'est un peu, on,
Disons que il y a des choses qui se rejoignent. Bon. Après, donc, cette personne, voilà, donc, je me suis un petit peu renseigné sur elle. Euh, Bah, je pense pas que, enfin, fallait vraiment attirer l'attention là-dessus parce que je crois qu'il n'est pas inscrit et que finalement il n'a pas énormément de poids à l'Assemblée nationale. C'est à la base quelqu'un qui voulait faire une loi pour encadrer euh, tout ce qui est stage de survie. Et en effet, moi à l'époque, j'en avais fait un, mais c'était avec quelqu'un de reconnu. Il y a très longtemps. Depuis, ça pullule. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs en train de redescendre, parce que tout le monde voulait se lancer là-dedans. Hein, mais le fait d'être formateur, d'encadrer des gens, de pouvoir veiller à leur sécurité et de pouvoir réagir en cas de problème, d'un point de vue matériel, mais et médicaments, soins, etc. Donc, il faut quand même avoir beaucoup de connaissances. Je crois que oui, le problème, c'était venu d'une personne qui avait mangé une plante qui n'était pas comestible et qui en est mort. Et en effet, moi, il y a longtemps que j'alertais ça, puisque, par exemple, je voyais des sites internet où les gens expliquaient qu'on pouvait manger telle ou telle plante alors qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la ciguë. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à cette personne qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va pas forcément être, on va dire, expert dans le domaine, qui va penser que c'est la plante dont tu parles et qui va la confondre avec une ciguë, et elle va s'empoisonner. Alors, évidemment, j'étais un affreux jojo, je disais n'importe quoi. Bon, finalement, ça arrivait 3-4 ans plus tard. Bon. Donc, finalement, je pense que c'est pas un mal d'encadrer, d'avoir une sorte, pas forcément de bah, si, quand même, un petit diplôme ou quelque chose qui prouverait que tu as les compétences et de pouvoir encadrer les gens. Et, voilà, pour essayer de trier, trier le grain de l'ivresse, c'est-à-dire essayer d'éloigner les fous, les psychopathes, qui se transformeraient finalement en gourous, parce que ça aussi, il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que sous couvert, c'est très facile, hein, sous couvert d'un stage bien-être, nature, au final, quand tu grattes un peu, derrière, ça peut très bien se transformer en communauté, et puis communauté avec un gourou, et puis après on enlève les vêtements, et puis ça devient n'importe quoi, et puis après on attend que les secousses volantes viennent nous chercher à la pleine lune, enfin je ne sais quoi. Non, ça peut vite partir en live, c'est pour ça qu'il faut quand même surveiller. Maintenant, c'est connu, on a fait notre travail, c'est-à-dire que notre travail, c'était de faire connaître les choses. Maintenant, les choses, elles sont connues. Depuis l'histoire de la petite bestiole, les gens ont un peu plus ouvert les yeux et commencent à se renseigner, ce qui fait qu'il y a encore davantage de personnes qui viennent sur des chaînes comme les nôtres. Et donc, du coup, ça fait des clients potentiels et des gens qui pourraient se faire avoir. Et je pense que le fait d'encadrer ça, moi personnellement, peut-être je vais pas me faire que des copains, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée à la base. Alors après, c'est vrai qu'il y a un article dans le magazine Survival qui est sorti là il y a quelques jours. Ils en parlent parce qu'ils ont peur tout simplement d'un phishing, d'une surveillance, de pourquoi pas d'impôts, de taxes supplémentaires qui pourraient embêter tous ces formateurs connus et reconnus qui sont là depuis longtemps. Mais je pense que les gens qui vivent de ça depuis longtemps, s'ils devaient passer un petit stage, je suis pas sûr que ça les embêterait plus que ça. Et surtout, ça leur permettrait, s'ils acceptent de jouer le jeu, d'évincer un peu la concurrence plus faible, et ce qui leur permettrait à eux d'avoir plus de clients et aux clients potentiels d'être sûrs d'avoir de la qualité. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas vraiment contre ça. Voilà. Très bien. Comment tu vis, toi, dans ta vie personnelle, sans donner forcément des détails, comment tu vis toi-même cette activité, cette philosophie? Oh, de manière tout à fait naturelle. Bien sûr, c'est pas quelque chose avec qui je vais parler avec tout le monde. C'est-à-dire que dans le milieu professionnel, les gens ils savent pas que je m'intéresse à ça.
Après, il y en a un, par contre, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Il n'avait pas fait le rapprochement, et puis il m'a dit, mais je- c'est pas possible, et je viens de capter un truc. J'ai dit, oh là là, je crois savoir. Il me dit, salut Ezo. Oh putain. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoute, tu fermes ta gueule, tu te tais. Il m'a dit, oui, oui, je comprends, pas de souci. Et donc voilà, c'est la seule personne qui m'avait connu à mes débuts, et puis après qui était passé un peu à autre chose. Mais moi, je l'avais capté dans sa façon de parler. J'avais capté qu'il y avait quelque chose. Et donc, ben, au final, il était, je crois qu'il avait le Covid, il était chez lui à regarder YouTube. Et puis il est retombé sur une de mes vidéos, il a dit mais putain, c'est pas possible. Et voilà. Donc, mais sinon, avant lui, personne n'a capté, ni des clients, ni quoi que ce soit. Donc j'avais peur de ça aussi, que j'arrive en clientèle et que les gens me disent mais c'est The Doc. Mais non, non, du tout. Après, c'est peut-être justement un luxe de n'avoir que 20 000 abonnés. C'est de pouvoir passer un peu inaperçu, voilà, en tout cas dans le milieu civil, dans le milieu du travail. Donc après, voilà, moi j'ai un boulot de 42 heures par semaine, voilà, ce qui me prend pas mal de temps. Et puis comme toi, bah, je suis parent, j'ai moins d'enfants que toi. Euh, et puis voilà, et puis j'ai mes occupations. Là, le potager, non, évidemment, c'est l'hiver, mais là, je me suis fait une forge, donc j'apprends à forger. Le plus dur, c'est le manche, c'est pas de faire de la lame. Ensuite, là, donc, qu'est-ce qui pourrait être en rapport avec le surréalisme? Ben, ce week-end, je fais pas mal de radio aussi, parce que donc il y a une fréquence maintenant qui est attribuée au survivalisme. On a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, c'est reconnu, et je vais même te dire, c'est reconnu pour l'Europe, puisque j'ai vu quelqu'un laisser un commentaire sur un appareil radio, et il montrait donc le canal 333 sur la photo, et c'était un Allemand. Donc, c'est-à-dire que les Allemands veulent rentrer en communication avec les survivalistes français en essayant de se brancher sur nos fréquences, les fréquences qu'on a installées, mis au point et pour lesquelles on a fait de la propagande, ce qui fait que ça a finalement fonctionné. Au bout d'un an maintenant, ça y est, la fréquence, elle est connue. Et même donc d'autres pays essaient de se connecter dessus. Donc c'est cool. Ce qui me permet en plus de rentrer en contact avec des survivalistes de mon département. Donc ça c'est bien. Et puis en plus c'est très original. C'est très original de parler comme ça en direct, pas à la radio, indépendamment de tout réseau, de toute électricité, parce que ça peut aussi être autonome sur batterie, etc. Et ils m'ont invité, par exemple, à faire du tir. Donc, samedi, je vais chez Gajoubert, celui qui coupe les cartes à jouer avec les balles. Il les coupe en deux. Il est assez connu. Et donc, je vais passer toute la journée du samedi là-bas, faire du tir. Et puis user un petit peu ma 308, hein, parce que depuis que les clubs ont fermé, d'ailleurs, du coup, moi, j'ai pas repris ma carte cette année, donc du coup, je vais pas en club, donc du coup, je ne tire pas beaucoup. Donc voilà, c'est l'occasion. Là, je suis invité et ça va me permettre voilà, de m'amuser avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que moi, que j'ai rencontrés à la radio, qui eux-mêmes m'ont rencontré par les vidéos YouTube de ma chaîne. Donc c'est une boucle. Ça permet de rencontrer des gens, et puis voilà. Donc comment je le vis? Mais je le vis très très bien, moi, d'être survivaliste. C'est non, moi c'est quelque chose que je trouve d'épanouissant, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses différentes auxquelles je n'aurais pas pensé, et des gens, et, et c'est motivant. C'est aussi le fait d'avoir une chaîne, tu essaies de réfléchir à savoir comment divertir les gens, à les amuser, leur montrer des belles images. Du coup, ça te motive pour bouger un petit peu. Aujourd'hui, depuis que je suis père, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver du temps pour se déplacer en montagne, faire de la randonnée. J'aurais très envie, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est franchement super compliqué. Peut-être quand ma fille sera plus grande, j'aurai plus de liberté, mais là, pour le moment, c'est quand même elle ma priorité.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, bien sûr, Ok. justement, c'est vrai que la famille, c'est à la fois une source de joie et puis évidemment d'occupation parce que les enfants sont demandeurs de notre temps et ils ont bien raison et devons leur donner la priorité si nous voulons faire un bon travail et aussi bien en profiter parce qu'ils grandissent vite, crois-moi. Et donc, cette approche que tu décris de vie plus que de pratique technique, en fait, euh, elle a l'air de t'apporter finalement beaucoup plus que d'être citadin, urbain, jeu vidéo, sorti en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ne connaissent pas encore ce domaine et qui parfois même se posent des questions sur l'avenir? Qu'est-ce qui est selon toi, c'est quoi les fondamentaux de cette philosophie et comment tu pourrais l'expliquer à des plus jeunes qui nous regardent? Alors déjà, c'est un mode de vie plus sain, je trouve. Plus sain. Après, j'ai jamais été un très grand citadin. J'ai vécu à Poitiers. Enfin, faut peut-être pas trop que je dise de choses personnelles quand même. J'ai terminé mes études à Montpellier. Enfin, c'est des grandes villes, donc je sais ce que c'est. Mais moi, je suis quand même issu de la campagne à la base, de toute façon. Et finalement, tu sais, l'appel de la terre, bah, ça compte. C'est-à-dire que j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal déménagé. Et puis au final, je reviens sur ma terre, voilà, chez moi, dans le Poitou-Charentes. Belle région. Ouais, bon, il y a mieux, hein, c'est pas très Non, montagneux, mais disons que voilà, même si c'est pas très touristique, il y a quand même quelques beaux châteaux en ruine, quelques vallées sympas, mais bon, moi je suis d'ici et finalement on est bien que chez soi. Euh, Sinon ça manque. Ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai eu, comme tout le monde, hein, je suis allé un peu en boîte et ça m'arrive aussi de jouer aux jeux vidéo. Hein. Attention, c'est pas parce que tu es survivaliste que. Voilà. Alors, moi, je suis peut-être pas extrême hein, non plus, mais j'essaye, on va dire, d'avoir un certain équilibre. Et c'est ça aussi, peut-être, qui me permet de durer sans avoir de ras-le-bol. C'est-à-dire que on n'est pas, c'est pas 1 ou 0. C'est-à-dire que t'es pas forcément, je veux dire, le Parisien un peu précieux, euh, comment on appelle ça euh, euh, ah, tu sais, le terme métrosexuel, et puis qui sort tous les soirs après le boulot, qui n'a pas d'enfant et qui va embaucher en costume sur sa trottinette électrique. Ça, c'est vraiment un extrême. Après, c'est sûr qu'il y a celui qui se laisse pousser la barbe, qui porte les mêmes vêtements toute la semaine et qui a des chèvres et qui voit jamais personne. Et dès que le facteur vient le voir, il le prend pour une agression. Tu vois. Là, c'est vraiment l'extrême. Donc moi, je sais pas, j'ai un pied dans chaque monde. Euh, Après, voilà, ça permet de durer parce que moi, de toute façon, je ne peux pas vivre en ville parce que je trouve ça très stressant et moi, je fuis le stress. Donc, comme quelque chose n'est pas bon pour moi, ben, je m'en éloigne. Voilà. C'est pas parce que je vis au plein milieu de la campagne, en plus que je ne rencontre pas de jolies femmes. Hein. On peut aussi quand même trouver son bonheur de ce côté-là. Il faut chercher un peu plus, c'est sûr. Il faut se donner la peine. Mais moi, j'aime le calme. Je ne supporte pas les klaxons de voiture, ce bruit, ce stress, ces gens qui courent, et puis des fois des regards un peu bizarres des gens qui, voilà, qui te tapent une cigarette, machin, et qui t'insultent. Enfin, mais je ne comprends pas comment les gens font pour vivre là-dedans. Mais c'est un truc de fou. Et donc, moi, je vis à la campagne, je suis tranquille. Je profite de la nature, de temps en temps je la pêche, je vais faire des randonnées, euh, ma gamine fait du cheval, enfin, je sors de chez moi, c'est les oiseaux, je veux une tomate, j'ai pas besoin d'aller au supermarché,
j'ai tous mes légumes juste en poussant la porte. Ensuite, ben, bon, j'ai pas un Yorkshire, moi j'ai des moutons. C'est-à-dire que mes deux brebis, si tu veux, c'est mes animaux de compagnie. Elles me font la fête quand elles me voient, et elles sont contentes. Il faut s'en occuper aussi tous les jours. Bon, moi, j'essaie d'optimiser les choses pour pas que ça me pèse. C'est-à-dire que je vais mettre une quantité de foin, une quantité de maïs, etc., leur donner un peu d'eau, mais en réalité, tous les jours, ça me prend quoi? Ça me prend, allez, maximum 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Donc, c'est une question d'organisation. Il faut bien euh, optimiser les choses. Voilà, pour que la vie de survivaliste ne soit pas euh, quelque chose d'étouffant et de fatigant. Et non, c'est naturel. Avec le temps, les choses se font naturellement. Mais si demain je devais faire un choix entre la ville qui se trouve à 30 km et ma campagne, si je devais absolument faire un choix, évidemment, je choisirais ma campagne. Ça, c'est clair. Et tant pis si je ne vais pas en boîte de nuit, tant pis, mais voilà, la campagne, le calme, l'air pur, le silence, c'est important. C'est important, je ne peux pas vivre sans silence. Voilà. Quels sont les défis principaux que tu as remarqués au fil des ans dans cette démarche? Les difficultés principales? Alors, en tant que survivaliste, hein, pas en tant que youtubeur, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Quelle difficulté? C'est une bonne question. Quelle difficulté? Alors, oui, il y en a une. Mais justement, le fait d'être youtubeur m'a permis aussi de m'aider à ça. C'est tout simplement, il ne faut pas se leurrer, être survivaliste, c'est s'équiper de certaines choses. Soit on s'en prive, soit on ne s'en prive pas, et du coup, si on veut continuer de pouvoir conserver notre confort en cas d'effondrement de la normalité, il faut, c'est vrai, faire la fourmi, c'est-à-dire emmagasiner des choses, que ce soit des vivres, que ce soit des appareils qui te permettent d'avoir de l'électricité, etc. Donc pour tout ça, il faut de l'argent. Et l'argent, j'en ai pas plus que ça. Simplement, en plus de ça, j'ai dû me débrouiller tout seul. Ma chaîne, j'ai commencé à la monétiser qu'au bout de la 10e année. C'est pour te dire. Quand YouTube a décidé, bon, les pubs, maintenant c'est obligatoire. Tu commences une vidéo, il y a une pub. Que tu sois payé ou pas, c'est pareil. Et à ce moment-là, ça s'est tombé à peu près au niveau du premier confinement. Là, j'ai dit, bon, ok, on va essayer. Puis j'avais le temps. Du coup, j'étais confiné. Alors, je m'en suis occupé. Et puis, j'ai commencé à mettre 2-3 liens. Et puis ça me fait quelques euros. Voilà, 20 euros par-ci, 30 euros par-là. Et puis, je les économise, je les mets de côté. Et puis, ça permet d'acheter ci ou ça. Et puis après, le fait de commencer à avoir quelques abonnés, ça attire aussi certaines marques qui te proposent du matériel gratuit. Donc, j'ai beaucoup d'équipements radio que je n'ai pas payés, j'ai des batteries que je n'ai pas payées, et il y a d'autres choses comme ça. Donc, le fait d'avoir une chaîne m'a aidé finalement à m'équiper, mais c'est vrai que si on n'a pas un plan pour pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, c'est compliqué avec ces économies de pouvoir vraiment s'équiper comme on voudrait pour le survivalisme. Donc c'était ça en fait, c'était la difficulté. C'est vrai que celui qui veut demain être survivaliste, qui est au RSA, ça va pas être facile. Sincèrement, ça va pas être facile. Il va falloir se sortir les doigts et puis arrêter d'être dépendant de l'État et puis s'assumer en tant qu'homme. Voilà. Alors, on va pas parler de la bestiole,
Mais on peut parler du confinement, tu l'as mentionné, c'est un fait, c'est arrivé. On n'a pas encore changé les livres d'histoire, ça va. Quand en 2020 ça a eu lieu, entre février et mars et avril, ensuite quand le confinement s'est vraiment mis en place, comment tu as vécu ça d'un point de vue de préparation? Est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est le test de savoir si tout fonctionne bien, ou alors, indépendamment de la réalité ou pas du danger qu'il y a vraiment eu, c'est dans la perception des choses de ce moment-là. Est-ce que toi ou les gens autour de toi ont réagi comme il faudrait, ou alors tu as pu voir qu'il y avait des carences dans ta préparation importantes? Non, c'est surtout les autres qui ont pris conscience de leur carence. C'est-à-dire que d'un seul coup, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est-à-dire que les gens qui rigolaient quand tu en parlais, même dans le cercle de ma propre famille, hein, quand des gens en rient et que finalement, quand ça arrive, ils sont les premiers à t'appeler et à te demander de les aider, forcément, à l'intérieur de toi, tu jubiles automatiquement. Bah oui, parce qu'ils se sont moqués pendant tellement longtemps. Et puis après, même des gens dont tu n'as plus de nouvelles depuis 10 ans qui t'appellent. Ils comprennent. Mince, finalement, c'était pas n'importe quoi, ça peut arriver. Après, c'était un peu étrange parce que ça l'est toujours aujourd'hui, mais pour moi, maintenant, c'est plutôt clair. Mais on ne savait pas si c'était exagéré, si c'était étouffé, si c'était en réalité moins grave ou bien pire que ce qu'on pensait. Et puis après, il y a eu les histoires. En fait, pour moi, cette histoire, elle est terminée. Aujourd'hui, ce qui est le plus grave, c'est cette pression, ce devoir d'obéissance et cette dictature qui est en train de s'installer. Et c'est ce qui nous pendait au nez. Et, et donc maintenant, il n'y a pas que les survivalistes qui le voient. Maintenant, c'est tellement clair. Et puis, ils s'en cachent même plus. Celui qui n'a toujours pas compris, c'est que soit c'est une autruche qui met la tête dans le sable et qui ne veut pas voir ce qui se passe. Mais non, moi, j'ai pas senti que j'étais pas suffisamment préparé parce que au niveau du NRBC, j'avoue, j'ai pas lu ton livre, mais je me suis renseigné quand même sur le sujet. Disons que j'ai ce qu'il faut. Non, mais ça m'a quand même pas mal amusé de voir tous ces gens s'exciter, tourner dans tous les sens, aller acheter des tonnes de PQ. Mais ils étaient tellement ridicules, ces gens-là. Mais tu peux pas faire autre chose que de rire. C'était pitoyable. Mais voilà. Après, aujourd'hui, on rit moins parce que, on a tous compris que maintenant ça s'est calmé et qu'ils se servent de ça comme prétexte et voilà, pour des questions politiques. Mais le survivalisme, de toute façon, c'est quelque chose d'apolitique. On a tous une conscience politique, on a tous, comment dire, l'idée, l'onde, on pense tous à peu près grosso modo la même chose, mais il ne faut pas communiquer là-dessus parce que ça empêcherait les gens qui pensent et qui croient d'être d'un autre bord de venir s'intéresser à ça. Mais voilà, donc je te redonne la parole. Je ne sais pas si c'était assez clair en fait ma réponse. Oui, donc je suppose que pour toi qui es préparé, dans ta vie personnelle, à part d'être plus à la maison, je suppose de moins aller physiquement au travail, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Alors moi, je travaille pas chez moi. Non, j'ai bien compris. Je travaille pas du tout chez moi. Alors oui, alors d'accord, ok, ça y est, je comprends. Mais en fait, c'est tellement naturel quand on vit à la campagne, si tu veux. C'est quelque chose de tellement naturel qu'on ne se rend même pas compte
du bien-être dans lequel on vit au quotidien, parce que c'est notre habitude, c'est notre quotidien, donc c'est normal, en fait. C'est normal de pouvoir se balader, et puis que les choses soient, comment dire, fermées. C'est juste que chez nous, elles n'existent pas, ces choses-là, donc qu'elles soient fermées ou pas, c'est pas un problème, tu vois. Non, la seule différence, oui, c'était peut-être les bureaux de poste qui étaient plus ou moins ouverts à certaines heures. Pareil pour les bureaux de tabac. Mais en fait, ce qui était ouvert avant était ouvert pendant. Il n'y avait pas vraiment de changement. Je n'ai pas remarqué énormément de différence quand on vit à la campagne et quand on est confiné. Non. Par contre, on comprend très bien que ça puisse être difficilement supportable pour les gens qui habitent dans des petits appartements de ville. On le voit ici, en campagne, les Parisiens, ils achètent tout. L'immobilier a augmenté considérablement pour nous. Hein. C'est-à-dire que je rencontre régulièrement des gens qui achètent des manoirs chez nous, des manoirs, d'accord. Bon, si tu veux, non, il ne faut pas que je donne trop d'informations personnelles. Il y a des gens qui achètent des manoirs et 400 000 euros. Et ils m'ont dit, on serait, pour vous ici, c'est beaucoup. Bah oui, c'est énorme, mais pour nous, c'est rien. Les Parisiens, ils arrivent, ils achètent un manoir comme ça, allez, tiens, te voilà 400 000 euros sur la table. C'est comme si nous, on s'achetait une voiture, tu vois. Donc, c'est... Voilà. Donc, ils achètent tout et parce qu'ils ne veulent plus de cette ville et ils ne savent pas donc, de quoi sera fait l'avenir, si ça va pas recommencer, si on aura, je ne sais pas, le Zeta, je ne sais quoi. Et donc, ils achètent. Ils achètent à la campagne pour pouvoir venir se mettre au vert en cas d'un nouveau confinement. Voilà. Et, mais oui, ça n'a pas été très très dur pour moi. Ce qui a été dur, c'était surtout faire les devoirs pour les gosses. Ça, c'était compliqué. Ça, c'était chaud. Parce que être prof, c'est un métier. Et là, tu le comprends. Là, tu comprends ça. Ok, on les critique, ils sont souvent en grève, ils sont 5, non, pas plus de 5, ils ont, je sais pas moi, 12 semaines de vacances dans l'année, je dis ça au pif, je sais pas, ça paraît tellement énorme, et puis ils sont toujours en train de se plaindre, et puis ils sont jamais assez payés, etc. Mais quand tu vois ce que c'est comme boulot, que tu n'arrives pas à en gérer un, et qu'eux, ils en ont 20, mais c'est bon, là, mais je dis plus rien. Ils ont une classe à la fois. Hein. Moi, j'avais 4 enfants avec 4 classes, donc forcément différentes à faire tout seul. C'était compliqué, mais oui, je peux comprendre que c'était et toutes les matières. Et moi, j'avais toutes les matières en plus. Voilà. Donc oui, c'est effectivement difficile. L'école à la maison, en réalité, nécessite une organisation avec des voisins. En fait, c'est comme tout le. Alors justement, ça me lance sur une question. Est-ce que tu vois le surréalisme comme quelque chose plutôt d'individuel ou quelque chose qui peut se faire en communauté? Et si oui, quel genre de communauté, à ton avis? Je crois que c'est les premières questions, les premières critiques qu'on m'a faites, où je disais que le survivalisme, il y a 11 ans, c'était individualiste. Il devait être individualiste et se méfier et donc de ne faire partie d'aucun groupe, d'aucun groupuscule. Si tu reprends, tu sais, je me suis dit, les vidéos, mes premières vidéos, elles sont très vieilles, très très vieilles. Je me dis, ça a dû beaucoup vieillir. Et je suis tombé sur, par exemple, les 3 règles du survivalisme. Bon, à l'époque, je basais beaucoup sur l'humour pour que ça passe mieux. Et en fait, dans cette vidéo-là, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté parce que je parle justement de tous ces gens qui vont bientôt prendre le rôle de gourou et de créer des communautés, etc. Tout est dit, c'était il y a 11 ans dans cette vidéo. Et donc, je pense que, déjà moi, au départ, je pensais que
Ah, mais en même temps, si je pensais exactement la même chose qu'il y a 11 ans, ça serait peut-être un peu triste. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de me remettre en question et que je suis trop orgueilleux pour reconnaître que je me suis trompé. Non, non, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc moi, ma vision de base, c'était plutôt de faire un clan familial. C'est-à-dire les parents, peut-être des oncles, les enfants, et, et donc baser sa conscience à partir du moment où tu partages le même sang. Mais après, il y a des personnes en qui tu peux avoir confiance, pas forcément tes voisins les plus proches, mais des gens avec qui tu peux créer des liens, de l'entraide. euh, mais il ne faut pas que ça soit un groupe beaucoup trop grand. Moi, je pense que ça ne devrait pas excéder 10 personnes en tout. C'est-à-dire que après, il y a forcément d'instinct. Donc, et ça, j'avais expliqué à l'époque, c'est que il y a toujours celui qui veut qui veut être calife à la place du calife et qui veut prendre la place du leader. C'est un comportement humain tout à fait normal. Et on le voit dans toutes les civilisations, dans toute l'histoire, c'est toujours été comme ça. Et donc, à partir du moment où il y a des conflits de qui dirige, est-ce qu'il y a de la jalousie, est-ce que les personnes vont accepter de suivre des ordres? Et ça, c'est assez compliqué de garder le leadership sur la durée. Et donc, c'est pour ça que pour réduire les risques, je pense qu'il ne faut pas excéder un groupe de 10. Vraiment, et vraiment pas. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis c'est juste que, voilà. Avant, je pensais que juste le cercle familial, c'était suffisant. Peut-être l'élargir jusqu'à 10 avec des amis qui ne sont pas trop éloignés, mais ce n'est pas obligatoirement tes voisins. Moi, je ne suis pas super ami avec mon voisin, hein, je te le dis. Hein. Alors que c'est une erreur, hein, mais bon, en même temps, c'est une tête de con. Donc, donc voilà, donc oui, une communauté de 10 personnes et des gens que tu connais depuis longtemps. Et oui, tout à l'heure, j'avais expliqué que de toute façon, même dans ta propre famille, les gens ne te croient pas, mais le jour où ça pète, t'inquiète pas qu'ils viennent ici, euh, ils disent OK, on fait quoi? Donne les ordres, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Donc là, ça va marcher, ça va être très fluide, très très fluide. Après, donc évidemment, tout ce qui est communauté, hein, il y a eu tellement d'exemples dans l'histoire. Je suis évidemment contre tout ce groupe. D'ailleurs, à l'époque, ton ami l'Ouest avait créé le RSF et j'étais contre et on voit comment ça finit. C'est juste que le survivalisme ne doit pas être de tel bord politique, il ne doit pas être de telle religion, il ne doit pas faire partie d'une communauté de survivalistes, ceux qui sont les plus forts de tous, parce qu'après, il y en a un autre qui va vouloir prendre la place, et puis après, ça va être carrément pas des individus, mais des groupes qui vont se faire la guéguerre, soit physiquement ou soit par médias interposés via les réseaux, mais ce n'est pas sain et c'est dangereux. Et il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui est justement un problème lié à des gens qui seraient sous la coupe d'une personne qui se dit être survivaliste et que d'un seul coup, comme toutes les sectes, il y ait des dérives, qu'il y ait des dérives, voilà, parce que les gens sont malades, et que le jour où ça arrive, le jour où c'est médiatisé, alors là, ça va se répercuter, ça va être amplifié, et d'un seul coup, voilà, tous les survivalistes seront comme ça, parce que c'est un mouvement dangereux, etc., etc. Et il y a des gens qui n'attendent que ça. Donc, ça ne sert à rien de leur faciliter la tâche. S'il vous plaît, ne créez pas ces groupes-là, et si vous en voyez, dénoncez-les au lieu d'y adhérer. Surtout, ne payez pas des cotisations pour faire partie d'un groupe survivaliste. Ça,
c'est très, très, très dangereux. Voilà. Je me suis également maintenu loin d'organiser toute d'organisation sur le terrain, de groupes, de clubs, de machins. C'est certain, tu as raison. Alors, puisqu'on parle de dérive, que penses-tu des collapsologues? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est, on va dire, bon, ça a été déjà dit, mais le survivalisme de gauche. Et donc, du coup, là, bah, en disant ça, finalement, ça les dissocie un petit peu de nous. Mais eux-mêmes ont tout fait pour essayer de se distinguer de nous, en disant c'est les affreux Jojo, hein, les survivalistes, nous on n'est pas comme ça, les collapsologues, nous on est différents, regardez. Alors qu'en fait, ce sont des gens qui se sont nourris de ce qu'on leur a appris. Les premiers écolos bobos, ils viennent, ils détestent les survivalistes, hein, c'est pas bien les survivalistes. Par contre, ils viennent sur les chaînes de survivalistes pour s'informer. Donc, c'est les survivalistes qui ont appris à ces bobos à planter des navets, tu vois. Ça touche tellement de domaines divers et variés. C'est pas un mouvement que j'ai beaucoup étudié. Donc, il y a un petit peu les stars, les stars de ce courant-là. J'ai cru comprendre, j'ai ouï dire que Pablo, je sais pas quoi, commençait à partir aussi un petit peu dans ce genre de communauté, machin. Mais c'est pas surprenant, c'est couru d'avance. Je veux dire, c'est juste une question de temps. Voilà. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette personne crée une sorte de communauté, je sais pas, moi, éloignée dans les montagnes? Est-ce que c'est le cas, par exemple? Peut-être pas. En tout cas, il y a beaucoup de dépressifs dans ce mouvement. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on constate qu'on va tous mourir. Ouh, et qu'est-ce qu'on fait pour rester en vie? Rien. Mais ça va très très bien avec la mentalité française d'aujourd'hui, qui est une mentalité masochiste, d'autodestruction, par tous les moyens. Donc, que ces gens-là ne cherchent pas à s'en sortir en disant oui, il faut trier ces déchets, il faut arrêter de faire couler l'eau quand on se lave les dents, et puis on va sauver la planète, mais eux-mêmes n'y croient pas une seconde. Eux-mêmes, ils le savent, c'est plié, et puis, mais ils vont pas forcément trouver de solution, et en plus, ils copient, ils singent et ils copient les survivalistes tout en les dénigrant. Simplement, au final, on fait quoi quand on fait le bilan, quand on pèse le pour et le contre? Qu'est-ce qui est collapsologue, qu'est-ce qui est survivaliste? Et à la fin, c'est quoi qui fait pencher la balance? C'est les armes. Donc en fait, un collapsologue, c'est un survivaliste qui refuse de se défendre. Point! Point à la ligne, c'est tout, c'est résumé, c'est plié, merci, au revoir. Il n'y a plus rien à dire. C'est tout. C'est juste un terme qui passe mieux pour les médias. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu avais fait une vidéo où tu disais « Je ne suis plus survivaliste, je suis collapsologue », parce que j'imagine que tu en avais ras-le-bol et que tu avais peut-être aussi envie d'avoir un petit peu la paix. Parce que toi, le fait que tu fasses Patreon, etc., déjà, tu es légitime, tu es un auteur. Ensuite, tu t'es grillé professionnellement. Donc, tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. D'ailleurs, toi, tu vis... ça se passe bien pour toi? Je veux dire, parce que c'est pas... Est-ce que tu arrives à vivre avec Patreon? Ou peut-être avec tes livres? Ou sur plutôt les économies que tu as fait à l'époque quand tu as vendu ton entreprise de logiciels? En fait, moi je te vois plus sur Internet, donc je sais pas si ça va bien. Ça fait longtemps que c'est pour ça que je suis content de te parler aujourd'hui, parce que je me demandais ce que tu étais en train de devenir. Je m'inquiétais un peu, donc explique-nous. Il faut nous rejoindre sur Patreon, c'est super. Tu sais, j'habite en Suisse. Donc en Suisse,
à moins de 5 000 euros par mois, t'es clochard. Je veux dire, t'y arrives pas. Ah ouais, à ce point-là. D'accord. Surtout à Genève. Je vais quitter Genève définitivement pour vivre. Parce qu'avant, je vivais en fait 50% dans ma ferme et 50% en ville. Et puis, les choses de la vie évoluant, c'est comme ça. J'ai enfin la possibilité, finalement, parce que c'est ce que je voulais depuis le début, de vivre à 100% dans ma ferme. Et donc c'est vrai que mes coûts vont significativement baisser, d'autant que, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vécu ces 10 dernières années sur la gestion des réserves que j'avais accumulées, et j'ai eu beaucoup de chance pendant les années où j'avais 20 ou 30 ans, et, euh, et donc où j'avais pu vendre ma boîte et travailler dans les logiciels, dans Internet, et donc ça va, quoi. Mais donc j'ai un peu de gras. En revanche, j'ai la chance d'avoir effectivement des livres qui se vendent toujours. Et avec ces 2 dernières années, là, on voit qu'on est de nouveau en rupture de stock parce que on a embauché le président des États-Unis et le président de la Russie pour faire un peu créer des tensions qui font vendre des livres. Alors, forcément, ça aide, mais là aussi, les revenus sont diffusés dans le temps. On touche une année après, une année et demie après. Mais bon, il faut avoir la chance d'en vendre beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. Et puis j'ai remarqué que les gens, comme tu l'avais dit, en fait, ils veulent. Tu le sais partout. Les temps sont difficiles économiquement pour la plupart des gens. Et à part d'être affilié à l'État ou cadre dans une très grande multinationale, c'est difficile d'avoir d'une part la sécurité de l'emploi, ça c'est de plus en plus difficile, mais aussi d'avoir des salaires confortables et qui en plus, on parle de salaire net à la fin. Et comme tu le sais, il y a des enfers fiscaux et on se demande bien ce qu'ils vous donnent en échange, et d'autres pays, bon, où ça va un peu mieux. Mais voilà, la vie est difficile pour beaucoup de gens. Donc c'est vrai que même sur Patreon, je ne demande pas beaucoup plus que l'équivalent d'un grand café. Je demande c'est un peu moins de 5 euros par mois. Et je fais des vidéos tous les 3 jours et des lives 2 fois par mois. Et je publie en avant-première tous les chapitres de mes prochains livres. Brut de décoffrage avant les corrections, donc il y a encore plein de fautes d'orthographe. Et on essaye d'animer les gens motivés. Après, c'est vrai que, en revanche, je suis passé de 65 000 abonnés sur YouTube à 1500 sur Patreon. Donc forcément, ça montre aussi qui était touriste, qui n'était pas plus motivé que ça, ou qui n'avait pas plus d'intérêt que ça dans ce que j'ai à dire. Et puis ça va très bien, je m'en satisfais. En revanche, j'aime beaucoup, et c'est très bien que des gens comme toi continuent à publier, ou Steven Citoyen prévoyant. Citoyen prévoyant, qui fait aussi du bon contenu, continue vous êtes les deux seuls, je crois, en France sur qui je suis abonné. Vol Ouest aussi, évidemment, mais c'est tout. Et c'est plus d'ailleurs par exemple, Vol Ouest, c'est plus pour le contact, par exemple, par amitié, plus que le contenu. Le contenu, il est très bien, mais ça me fait plaisir de le voir une fois par semaine dans ces lives et de maintenir l'amitié qu'on a bâtie en s'étant rencontrés, en écrivant un excellent livre, Rue Barba, qui explique comment quitter justement la ville et aller vivre comme toi ou comme moi à la campagne et non pas rester dans cet enfer urbain. Ce qui me lance sur peut-être ma dernière question. Comment tu vois l'avenir, de manière générale ou plus particulièrement en France, relié évidemment à la préparation que l'on peut tous faire? On a des enfants, l'avenir compte. Et il faut rester positif. Il ne faut pas. Tu sais qu'il y a des gens qui ont abandonné le survivalisme parce qu'ils étaient tellement dedans. Ils avaient toujours que des points de vue négatifs, et au final, ils tombaient dans la dépression, etc. Et c'est vrai que
il faut essayer de garder le moral en se disant, ben, on trouvera des solutions, on y arrivera. Et puis, parce que c'est vrai que ben, là, avec tout ce qui se passe en France, ça va être compliqué. Après, les gens, peut-être, ils attendent quelqu'un qui va les sortir de là. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont aussi dociles en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on n'a plus que 3 mois à attendre, après on va te débarrasser, et tout va revenir dans l'ordre. Sauf que, peut-être pas. Peut-être pas. Et ça, euh, j'ai hâte, en effet, que ma fille puisse apprendre vraiment les bases de tout ce qui est orthographe, grammaire, calcul, etc. Et qu'elle sorte aussi ben, de là-dedans. J'aimerais bien sûr, qu'elle ait un travail qui soit rémunérateur. Enfin bref, qu'elle vive dans un monde des années, je sais pas moi, les années 90, c'était encore acceptable. Sauf qu'on n'est plus dans les années 90. Là, ce qui va venir, ben, ça va être de plus en plus compliqué. Il faut pas se leurrer. C'est vrai que c'est un petit peu angoissant, on va pas se mentir, mais bon, il faut rester positif et puis être de plus en plus autonome sur tous les aspects. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus, si je n'ai pas la capacité à faire de l'argent, alors il faut que j'apprenne à dépenser moins. Et donc, c'est justement le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je fais de la pub pour un copain, qui est donc ma ferme autonome, qui vient de publier un livre. Et il vient de publier un livre qui est donc Vivre sans argent. Et donc, du coup, en fait, la base, c'est sa philosophie, c'est qu'on ne peut pas vivre sans travailler. On peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans travailler. Donc, soit tu travailles pour ensuite donner ton argent aux gens qui te donnent des services, comme le coiffeur, le mécanicien, etc. Soit, du coup, plutôt tu ne travailles pas, tu travailles sur toi, sur l'apprentissage de connaissances, et tu utilises ton temps, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, dans le sens où tu vas toi-même réparer ta voiture, toi-même te couper les cheveux, etc. Donc, quitte à ne pas gagner de l'argent, par contre, tu travailles pour pouvoir ne pas avoir à en dépenser. Et donc, c'est une très bonne philosophie. Et donc, je pense que voilà, c'est toujours une question d'équilibre et d'essayer moi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas un gros revenu et j'essaye de faire le maximum de choses moi-même pour ne pas avoir à dépenser de l'argent pour que ça soit fait. Donc, voilà, je pense que la vérité se situe entre les deux. Si tu as beaucoup de temps, beaucoup de connaissances et que tu arrives à vivre de manière presque totalement autonome, tant mieux pour toi. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis aussi, il ne faut pas non plus sacrifier sa vie sociale parce qu'il faut bien prendre en considération que du coup, ça risque peut-être de te séparer de la vie sociale en général. Donc, je pense que c'est pas bon non plus d'être extrême de ce côté-là, et donc de continuer à avoir une vie équilibrée. Voilà. Ces sages paroles, je te remercie. Je vais laisser, bien sûr, je mettrai le lien à ta chaîne YouTube. J'encourage tout le monde à s'y abonner. Et si vous regardez cette vidéo sur ta chaîne, justement, parce que je t'encourage à reprendre cette vidéo et la publier également si tu en as envie, eh bien, je vous salue à tous, abonnés de Eat the Book, et je salue évidemment mes abonnés. Merci beaucoup. Reste en ligne, on va parler après, je vais éteindre l'enregistrement. D'accord, ça marche. À bientôt.